Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. Bonsoir à tous, c'est une vraie question d'actualité que nous posons ce soir. Alors, le plein emploi, chimère ou réalité? On va décortiquer tout cela avec des acteurs de la vie de l'emploi. Bien sûr, celui qui nous accompagne toutes les semaines, le directeur général du réseau national Mission Emploi, Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Frédéric. Alors plusieurs points de vue. Déjà celui de l'ancien syndicaliste, bien connu, désormais journaliste à Franc-Tireur, Jean-Claude Mailly, ex de FO. Oui. Bonsoir Jean-Claude. Nous recevons côté grandes entreprises Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, rappelons-le, syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment. Messieurs, bonsoir. Vous allez répondre à cette question, chimère ou réalité, le plein emploi. En tout cas, il y a quelqu'un qui y croit dur comme fer, vous allez le reconnaître. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Eh oui, bien sûr, Louis de Funès dans la zizanie. Mais il n'est pas très loin finalement de la caricature, mais la caricature qu'on retrouve chaque année dans chaque discours politique. C'est un peu ça qui vous a donné l'idée de développer ce thème, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait. Dans la foulée de l'émission de la semaine dernière, où on avait déjà franchi les portes d'une foire, où on avait pu récolter un certain nombre d'enchères par rapport à des programmes en lien avec l'emploi, où on avait malheureusement retrouvé de vieilles lunes avec toujours les mêmes principes méthodologiques. Un principe de bonnes intentions. J'augmente ceci, je donne cela et j'apporte le message que je suis gentil. Est-ce que je résous le problème du chômage? Pas certain. Un principe de vase communicant. Je prends ici telle charge patronale, salariale, j'en sais rien, et je redonne de l'autre côté. Est-ce que on résout le problème du chômage? Pas certain. Et puis un principe de père Fouettard aussi. Moi, structure publique et homme politique, je vais donner des leçons de morale aussi à des entreprises, parce qu'attention, pampan cucu, les contrats courts, les inégalités de toutes sortes, même si moi, employeur, en tant que service public, j'aurais besoin de passer un sacré coup de balai, voire même un coup d'aspirateur. Bref, on avait aussi relevé de grands absents. L'orientation, il n'en est aucunement question dans les programmes, mais plus grave, le problème des besoins de recrutement non pourvus. Il y a même des candidats qui s'érigent contre cette idée, contre ce concept qui serait donc quelque chose de complètement. Alors on avait relevé encore une manifeste et très inquiétante distance avec la réalité. Il y avait des programmes où un candidat, une candidate, peu importe, restons dans le flou, propose de donner des sous à des jeunes pour se former, alors qu'il y a des dispositifs en apprentissage qui permettent déjà de se rémunérer en se formant. Voilà, on y avait relevé aussi toute une myriade de mesures qui oublient l'objectif principal, résoudre le problème du chômage, et avec le problème du chômage, et en synthèse, un florilège de mesures qui manquaient au final d'ambition. Et l'ambition majeure, c'est laquelle? Eh ben, c'est le plein emploi. Alors même lorsqu'il est évoqué à un horizon de 4 ans, 5 ans, je ne sais plus combien d'années, alors qu'en réalité, eh ben moi, j'oserais croire que sans chimère quelconque et sans servir de foire ou de je ne sais quelle illusion, on pourrait l'atteindre. La situation est gravissime du point de vue de l'emploi, mais on va y revenir, Jérôme Laverny. Force est de constater qu'elle n'intéresse pas nos hommes politiques au vu de la qualité et la quantité de leurs propositions. Elle n'intéresse pas aussi beaucoup les médias. Jérôme Laverny, qu'on en parle aujourd'hui. On fait le tour. Vous avez bien présenté le décor. On est tous bien d'accord. On va essayer avec chacun de nos invités de revenir. Alors, 2-3 principes, messieurs, qui êtes autour de la table. Je vous rappelle que nous sommes en période de campagne présidentielle, et donc nous ne citons aucun des 12 candidats. Ça, c'est une première chose. Jérôme Laverny faisait référence à une proposition gouvernementale de 2019 qui proposait d'éradiquer le chômage en 6 ans, soit le plein emploi en 2025. C'était ce qui était évoqué. Un principe important, c'est que d'un point de vue économiste, les économistes précisent que un chômage dit frictionnel entre 3 et 5% est de toute façon incontournable, et que la notion de plein emploi, ça ne veut pas dire 0% de chômage. Il faut le rappeler, c'est très important, et on peut même aller un petit peu plus loin en disant que le chômage est directement lié au fonctionnement du capitalisme. C'est comme si on avait une petite réserve de remplaçants pour faire rentrer, bien sûr, des travailleurs. Alors nous faisons
le tour. Et déjà peut-être pour la vision du grand groupe fiducial, Nicolas Leroy, vous êtes DRH. Aujourd'hui, ce plein emploi, est-ce que finalement il est difficile à atteindre pour ces grandes entreprises parce qu'on manque de main-d'œuvre ou parce qu'on n'a pas assez à proposer ? Alors nous, justement, ce qu'on constate, c'est que si on n'est pas en plein emploi, ça y ressemble quand même beaucoup. Puisque sur les cadres, on constate que structurellement, on peut dire qu'on s'en rapproche, ça c'est certain, puisqu'on a une difficulté assez importante à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, ça c'est certain. L'autre point... c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un pourcentage de travailleurs qui vont être en difficulté assez incompressible. Et donc, moi, je s'évalue le plein emploi à 6-7%, parce que encore faut-il que les gens puissent retourner à l'emploi. Et nous, on essaie de mettre en place des dispositifs pour justement essayer d'accompagner ces demandeurs d'emploi et de les remettre dans le système. Et on voit qu'on éprouve beaucoup de difficultés, puisque tout simplement, il faut pouvoir reprendre un job. Ça nécessite aussi d'être... Il y a la formation. Il y a la formation, mais il y a aussi la situation personnelle. Il y a des gens pour qui c'est très compliqué aujourd'hui d'aller travailler, ne serait-ce que commencer un l'organisation job, de vie. L'organisation de vie. Vous avez 3 enfants, il faut trouver une nourrice, etc. Il y a une nouvelle chose qui apparaît, c'est cette histoire d'augmentation du prix de l'essence. Aujourd'hui, je pense que le transport, on avait dans les grandes villes, on avait ces problématiques de transport. On va les retrouver aussi en province avec des gens, quand vous gagnez 1200 €, c'est peut-être compliqué de dépenser 300-400 € pour votre essence. Donc l'augmentation du coût de la vie fait qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir retourner à l'emploi. Et donc ça va, je pense qu'il y a une partie incompressible de chômeurs. Alors qui fait qu'il faut redéfinir la notion de plein emploi. Moi je dirais que 5-6%, c'est compliqué d'aller en dessous. Puisque vous évoquez ce thème, finalement, déjà le point de vue de l'employé, celui qui se dit est-ce que je vais accepter ce travail ? La question, Jean-Claude Mailly, c'est bien souvent, et Nicolas Leroy vient de le dire, c'est bien souvent la question est-ce que je peux l'accepter ? C'est bien ça le problème. Oui, pour différentes raisons d'ailleurs. C'est à la fois, parfois pour des raisons de mobilité. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de voiture, qu'il n'y a pas de transport en commun, vous ne pouvez pas accéder à un emploi. Il y a d'ailleurs certaines régions qui ont mis en place des dispositifs pour aider les demandeurs d'emploi qui n'ont pas de véhicule à pouvoir aller en prêtant une voiture, etc. Donc ça, il y a un deuxième élément, c'est l'aspect rémunération. Il est vrai que parfois, si vous prenez un emploi, que vous devez payer la nourrice, payer les transports, etc., vous gagnez moins, en fait, in fine. Mais je pense, moi, que tout système économique, pour bien fonctionner, on doit marcher sur 2 jambes. Il y a l'aspect offre, comme on dit, et l'aspect demande. Sur l'aspect demande, c'est notamment, si on est sur l'emploi salarié, c'est la question du salaire ou de la rémunération, parce qu'il n'y a pas que le salaire qui intervient. Il y a la notion de temps aussi. La notion de temps, très bien importante, entendu. Bien entendu, quand vous êtes à temps partiel contraint, quand c'est un temps partiel choisi, ça pose pas de problème, mais un temps partiel contraint, c'est déjà beaucoup plus difficile de joindre dans les 2 bouts. Donc il y a un problème de rémunération, c'est évident, et on le voit très bien. Regardez, aujourd'hui, la Pôle emploi vient de sortir des chiffres disant que l'année 2022 devrait être une année exceptionnelle en création d'emplois. Plus de 3 millions, on passerait plus de 3 millions de création d'emplois. La moitié, à peu près, un peu plus de la moitié en contrat à durée indéterminée. Mais les secteurs qui sont les plus demandeurs sont ceux qu'on appelait pendant la crise sanitaire les invisibles, en fait. C'est les saisonniers, c'est la construction, c'est tous ces secteurs-là. Donc ça, c'est l'aspect demande. Donc ça pose le problème salarial à un moment donné. Et rémunération, si on va être plus large que le salaire. Et après, il y a l'aspect offre. Et moi, je suis persuadé là également qu'on a besoin, par exemple, d'investir énormément, y compris dans l'industrie. Il faut que notre pays retrouve une base industrielle beaucoup plus forte qu'elle ne l'a aujourd'hui. Alors, c'est vrai, et je terminerai là-dessus, que sans citer personne, bien entendu, mais que l'emploi, c'est pas la priorité dans les programmes quels qu'ils soient. On voit bien que la priorité, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, ce qui est mis en avant. Je fais en sorte que vous soyez augmenté, mais je ne fais pas en sorte que vous ayez des facilités pour trouver un travail. Tout à fait. Donc c'est pas la priorité aujourd'hui, telle qu'elle est affichée. Mais c'est un vrai problème. Et il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème de fond aussi qui existe. C'est ceux qui sont au chômage de longue durée.
sont de cette manière exclus du marché du travail. On va y revenir parce qu'on va prendre le temps avec Jérôme Laverny qui est éminent spécialiste de la question de développer chaque cas. Mais si j'y tiens, mon cher Jérôme Laverny, j'ai entendu dans les arguments de Jean-Claude Mailly le développement industriel. Alors là, pour les petites et moyennes entreprises, Jean-Christophe Orrepont, il n'est pas du tout question de grandes organisations, de grands moyens mis finalement à disposition des employés pour organiser la venue, la garde d'enfants, etc. Là, les petites et moyennes entreprises, c'est on se débrouille et du coup, c'est encore plus difficile de proposer. C'est plus difficile de proposer. Vous parliez aussi de déficit d'image souvent dans l'orientation dans le bâtiment, les métiers qualifiés de pénibles il y a quelque temps, qui le sont de moins en moins, qui sont très innovants. Nous, alors, ce qui est paradoxal en ce moment, c'est que je me retrouvais à l'orée de deux tendances. On avait depuis 6 mois un déficit de main-d'œuvre et on cherchait justement des compétences et on a recruté plus de 26 000 emplois dans le dernier trimestre 2021. Et là, on se retrouve dans une contraction sur la hausse de l'énergie, la hausse des matériaux et du coup, on se retrouve sur la crainte d'une baisse d'activité. Mais moi, avec la nécessité de licencier du coup. Avec du coup, moi, des artisans qui ont eu 6 mois de recherche, même plus d'1 an de recherche, et vous savez qu'on qualifie souvent plus de 200, 300 000 demandeurs d'emploi dans le bâtiment, référencés Pôle emploi. Et donc, nous, on a demandé à Pôle emploi de signer une convention pour justement dire, regardons bien territoire par territoire, ces demandeurs d'emploi, s'ils ont vraiment coché une seule case, une seule fois dans leur vie en disant pourquoi pas, ou en se disant s'ils ont vraiment une volonté de basculer dans notre périmètre. Nous, on a un monde, j'allais dire, vertueux de la petite entreprise, qui est un respect des salaires, d'une part, vous en parliez, c'est l'attractivité de nos métiers. C'est quand même que la plupart du temps, l'artisan, le chef d'entreprise du bâtiment, est à la production avec ses salariés. On est, nous, 59 300 adhérents à la CAPEB au niveau national, et on a donc des entreprises qui sont de taille de 3,5 au niveau des salariés. Ça fait quand même plus de 500 000 emplois. Et à vous entendre, des entreprises qui sont obligées de s'adapter et de faire preuve de flexibilité. La question, et je me tourne vers Jérôme Laverny, aujourd'hui, la flexibilité est évidemment un enjeu. Comment ça se passe pour nos entreprises? Comment ça se passe aussi pour les employés? Trop de flexibilité? Pas assez? Quel constat vous faites? Mais en tout cas, certainement pas jouer le chef d'orchestre et certainement pas moraliser la vie autour de l'emploi comme le font trop souvent les hommes politiques et les services publics, à octroyer des bons points et des mauvais points aux uns et aux autres, et particulièrement sur le thème de la flexibilité. Les entreprises savent très bien s'adapter. Elles ont, et on y a fait passer un certain nombre d'entre elles pour en témoigner sur un certain nombre de dispositifs, prendre des initiatives sur telle ou telle chose, elles savent très bien faire, y compris sur la formation. Il fait qu'elles aient la possibilité d'un moment embaucher facilement, mais aussi de licencier facilement. Oui, mais elles savent prendre des initiatives. C'est vrai qu'il y a cette flexibilité qui peut être accompagner, c'est vrai, mais pas moraliser. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut être concret quand on dit que les services publics ou les hommes politiques, là, et j'en veux pour preuve les programmes, ça les intéresse pas à l'emploi. On entend très fréquemment des éloges sur les TPE, PME. TPE, PME, hein, le premier employeur de France, etc., etc. Et un secrétariat d'État, etc. Le plus grand salon de l'emploi à Paris, place de la Concorde, c'est 5 000 € le stand. Déjà, philosophiquement, c'est très bizarre de dire à une entreprise, vous avez des offres de recrutement, tiens, venez, et vous allez payer, bien fait pour vous. Sauf que le premier employeur de France, il y est pas là, à 5 000 € le stand. C'est juste dingue. Et comme ça, on pourra en accumuler tout un tas de dispositifs en oubliant qu'un artisan, il a pas de DRH, lui. Hein. Il va pas, il a un expert comptable qui est un gars qui est payant, qui est peut-être sympa, mais qui est payant, qui va pas perdre du temps dans les méandres, les circonvolutions des contrats aidés. Il faut se poser aussi la qualité de l'accompagnement des services publics. Par contre, il faut balayer devant la porte un petit peu. Vous parliez du Pôle emploi, de millions d'offres d'emploi. J'invite tous nos auditeurs à regarder. Alors, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais tant pis, je m'en fous et j'assume. Il y a 1 million d'offres. De toute façon, sur le vous site avez du Pôle autour de la table des gens qui peuvent vous contredire au cas où. Oui, mais alors après, on va sortir. Alors, c'est là où ça devient dangereux. Donc, la crucifixion, c'est le dialogue social est ainsi fait que ça reste du dialogue. Mais regardez bien. Alors, votre exemple. Sur le site du Pôle emploi, 1 million d'offres qui est affiché au compteur. 1 million. Alors, on se dit, oh la vache, 1 million, etc. Quand on décoche offre nos entreprises partenaires, c'est-à-dire des surpublications, on tombe à 100 000, 200 000, à peine 6 fois moins.
il y a une mauvaise qualité de l'accompagnement des services publics. J'en veux pour preuve aussi le succès des agences d'intérim et des cabinets de recrutement. Un artisan, quand il décroche un chantier, il veut pas se prendre la tête. Il veut un maçon pour le lundi ou le mardi parce qu'il est déjà heureux d'obtenir un marché. La situation est grave. Pourquoi ? Je le disais déjà la semaine dernière aussi. On a des entreprises et qui ne le diront pas à un micro. Elles ne le diront pas. Qui ne peuvent pas honorer des marchés aujourd'hui par faute de candidats. On a aussi une cécité totale sur le fait que qu'est-ce que c'est un emploi ? C'est un contrat de travail où de part et d'autre, il faut que chacun y retrouve son compte. Or, on a des situations de travail, d'emploi aujourd'hui où de part et d'autre, ça matche pas. On peut pas recruter un préparateur de commandes au fin fond de la Seine-et-Marne à 1100 € avec un temps de déplacement. Ça va pas fonctionner de part et d'autre. On peut pas, nous, en tant que service public, dire à une entreprise augmenter les salaires en faisant des marchés publics, mais en faisant des marchés publics. À la question qu'on a posée au départ, la flexibilité, vous dites tout le monde est prêt à dire. La flexibilité. C'est quand même un terme qui existe, donc ça veut quand même bien dire quelque chose. Donc oui, à la question de la flexibilité, Jérôme Laverny, vous répondez les partenaires sont prêts, aussi bien les entreprises que les employés. C'est presque que j'ai compris ce que vous dites. Simplement, les dynamiques politiques ne permettent pas cette flexibilité. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Les hommes politiques ne s'intéressent pas à l'emploi. Quand je vois des programmes qui disent on va contraindre à des CDI, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Quand je vois un candidat qui dit je vais donner 5 000 € à un jeune pour qu'il se forme, et c'est quoi l'apprentissage si ce n'est une formation avec une rémunération ? Quand je vois on va augmenter le SMIC de temps ou temps, mais ça ne veut strictement rien dire. Le SMIC à 1400 € dans ma chère Creuse et à Paris, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Un gars qui est tout seul avec 1400 € à Paris, il ne vit pas. Vous êtes né à Guéret, c'est ça, vous êtes né à Guéret. À côté. Je vais à Guéret. Guéret, c'est dans la Creuse. Voilà. Sur la flexibilité, j'y reviens parce que j'y tiens. Jean-Claude Mailly, on a bien entendu que les entreprises en avaient besoin. Ce n'est pas évident pour l'employé à appréhender cette notion de flexibilité. C'est de dire, tiens, par exemple, tu vas travailler sur un certain laps de temps, à certains endroits ou à d'autres. Là aussi, ça s'anticipe pour la vie personnelle. Oui, mais vous savez, les outils existent, au moins pour les grandes entreprises. Oui, les outils de flexibilité, il y en a énormément aujourd'hui, y compris par la négociation collective, les accords de compétitivité, les ruptures conventionnelles collectives. Il y a une gamme importante. Et dans les entreprises, vous savez, quand les salariés savent que si l'entreprise a de réelles difficultés, qu'on leur raconte pas des histoires, que c'est vrai, ils font les efforts. Faut pas. Moi, j'ai négocié plein de trucs comme ça. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que le salaire baisse. Voilà. Mais après, si on peut jouer sur une prime, si on joue sur la flexibilité des horaires, etc., ça, ils le font. Dans les petites entreprises, c'est différent parce que tout le monde se connaît. On travaille ensemble. Là où ils ont un problème, ils ont deux problèmes selon moi. Un, il faudrait qu'il y ait vraiment un guichet unique. C'est quand vous êtes chef d'entreprise, une TPE, ou PME, vous n'avez pas de DRH, etc., et vous ne passez pas votre temps à passer 10 coups de fil quand vous avez un problème. Donc il faudrait un endroit unique où le chef d'entreprise peut appeler et il est rebasculer sur celui ou celle qui va lui donner une réponse. La simplification de l'ensemble des démarches, de toute façon. C'est pas de créer une usine à gaz, voilà, comme évidemment. On sait souvent faire dans notre pays. Et après, il faut mettre en place, notamment dans l'artisanat, ce qu'on avait mis en place par la négociation, les CPRIA. Ça veut dire, on met en commun, vous pouvez pas avoir ce qu'offre un CSE aujourd'hui aux salariés, ticket restaurant ou je ne sais quoi, TPE, PME ne peut pas le faire. Mais si on met en commun ce qu'on a fait, mais il faut encore développer ça, vous pouvez faire parce que eux, ils forment bien souvent des gens, et puis il y a des gens qui disent maintenant je vais aller travailler dans une boîte plus grosse parce que j'aurai d'autres avantages, etc. Voilà, c'est des choses très concrètes qu'il faut faire. Des impulsions, des politiques précises. Finalement, vous rejoignez un peu Jérôme Laverny, c'est-à-dire qu'on ne demande pas tiens on va augmenter ça, on va faire ça, mais on va mettre en place un fonctionnement qui va permettre d'être plus effice. On y revient. Un petit commentaire de quelques secondes. Attention à guichet unique. Est-ce possible, le guichet unique, attention derrière ce qu'on met dans le concept. Il ne s'agit pas simplement de se borner à mettre dans un même bâtiment ou autour d'une table. Il faut que les gens travaillent ensemble réellement. Et ça, c'est très important. Avec le moins d'interlocuteurs possible. Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial, Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, sont autour de la table pour négocier avec, pour trancher, vous l'avez bien entendu, c'est Jérôme Laverny. Nous revenons dans un instant sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs.
Et une question qui s'impose en cette période de campagne pour la présidentielle. Le plein emploi, chimère ou réalité? On l'a rappelé, d'un point de vue économique strictement, c'est impossible d'avoir 0% de chômage. Mais entre 3 et 5, on commence à parler de plein emploi. Et ça peut arriver dans certaines villes, à Vitré par exemple, qui est le bon élève français. On est dans l'Ille-et-Vilaine, où il y a des propositions et qui fonctionnent, notamment des maisons de l'emploi, de l'entreprise et de la formation. Tout cela, cher Jérôme Laverny, qui êtes vous le directeur général du réseau national Mission Emploi, vous vous attachez à justement faire cette prise de conscience. Il faut changer les choses. Oui, il faut changer les choses techniquement. On ne change pas les mentalités du jour au lendemain. En revanche, des choses simples et très concrètes. Il n'est pas question dans les programmes d'orientation. Aujourd'hui, on paye la facture et on la paye très cher de l'orientation qui n'a jamais été faite et qui a donné pour résultat d'ignorer et de mépriser certains métiers. Je rappelle quand même qu'un précédent gouvernement avait fait un contrat aidé pour aider des jeunes éloignés de l'emploi. Et un jeune éloigné de l'emploi au regard de ce gouvernement, qui lui aussi était peut-être gouvernement d'une planète un peu éloignée de la Terre, eh bien un jeune éloigné de l'emploi, c'est un jeune titulaire d'un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire CAP. Moi, donnez-moi un CAP poissonnier et chaudronnier, je lui trouve du boulot dans la journée. Voilà, mais le mépris et l'ignorance de ces métiers, on paye l'addition aujourd'hui. J'ai discuté avec un chaudronnier dernièrement, il me dit on offre des salaires mensuels 3500 euros et on assuré de faire carrière. Même chose pour le chauffeur poids lourd. Alors, et puis, autre idée qu'il faut casser, l'idée selon laquelle il faudrait affiner la formation, améliorer certaines choses. Non, alors si on est très bien outillé en France, c'est en termes de formation. On a reçu récemment Patrick Chemin, secrétaire général des Compagnons du Devoir, et toute une cohorte d'autres directeurs de CFA. Les entreprises fiduciales l'a fait sur le champ de la sécurité, s'organisent. On est super bien outillés en France, sauf qu'attention, il y a des CFA qui sont vides aussi. Le problème des recrutements impacte également les organismes de formation. Bon, nous sommes au cœur du problème. Nous sommes au cœur du problème, nous l'avons compris, c'est la fameuse maman qui dit à son fils qui travaille mal, si tu travailles mal, tu termineras à l'usine. Sauf que c'est d'avoir un beau travail. Ou passe ton bac. Passe ton bac, donc on va faire des bacs pro. Moi, homme politique, je fais des bacs pro. Comme ça, je sers la soupe à maman qui dit passe ton bac. Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial, vous sentez cette différence d'approche suivant les emplois? Certains se disent je ne vais pas faire ça, alors que finalement ils peuvent y trouver l'épanouissement. Votre travail, c'est de dire là vous allez vous épanouir? Alors déjà, nous on constate qu'il y a un fort décalage entre les offres d'emploi qu'on propose et aujourd'hui les salariés qu'on va trouver sur le marché. Donc je pense qu'il y a un problème certainement d'orientation, de formation. Aujourd'hui, ce décalage, nous on le ressent puisqu'il y a des gens qu'on aimerait justement recruter, former, et après il y a la deuxième partie, c'est la motivation. Aujourd'hui, il y a des jobs qui sont moins sexy que d'autres. Les jeunes générations sont attirées par des jobs qui sont plus tournés vers le marketing, la communication. Voilà. Effectivement, bon, les postes dans le bâtiment sont peut-être un peu moins attractifs parce que réputés pénibles. Donc aujourd'hui, on se retrouve nous confrontés effectivement certains métiers qui vont être. On va avoir énormément de candidats, je pense aux médias par exemple. Dans les médias, on a énormément de possibilités. On est inondé de candidats, alors que finalement, sur des jobs, dès qu'il y a de la pénibilité, dès que c'est un peu moins sexy, un peu moins glamour, là on s'effondre. Et même si on est en capacité de les former, d'accompagner, de rattraper un peu ce décalage de formation, nous les entreprises, parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, c'est sûr qu'on se heurte là à la motivation des jeunes qui sont peut-être un peu moins attirés par certains métiers. Bon, donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises, Jean-Christophe Repond de la CAPEB, donc responsable du tout le secteur du bâtiment, c'est-à-dire que les entreprises soient capables de savoir communiquer et de savoir être attrayantes. Ça c'est nouveau, Je vais prendre mon exemple. Moi je suis maître artisan électricien à Toulon et j'ai tardé à reprendre l'entreprise familiale de mes parents parce que dans un dîner en ville, on préfère être comptable, docteur. Alors, comptable, pas comptable. J'ai pas pris le bon truc. Mais communicant peut-être, etc. Bon, ça dépend des points de vue, ça dépend. Et donc on a aussi nous-mêmes, artisans, être les meilleurs ambassadeurs de la fierté d'appartenance. Quand on voit la période Covid et la difficulté que tout le monde a eu de vivre et de redonner un sens à sa vie,
en toute sincérité, qu'on soit salarié ou chef d'entreprise d'une entreprise artisanale, c'est donner un sens à sa vie. C'est entreprendre, c'est avoir un quotidien, c'est rénover, c'est embellir, c'est donner aussi un sens citoyen de la rénovation énergétique. Ça veut dire qu'il y a 30 ans de boulot devant nous au minimum si on veut engager la rénovation énergétique en France. Et donc ça veut dire que on doit aussi, nous, on revendique, hein, quand on fait du syndicalisme patronal, mais on fait du syndicalisme, on revendique et on se plaint souvent. Et on doit revendiquer, se plaindre quand on doit se plaindre, comme la hausse des prix, la pénurie et le gasoil, où on a été totalement oublié du plan de résilience par le gouvernement. Mais derrière, on doit dire à nos jeunes, venez, rejoignez-nous si on ne cesse de se plaindre. Moi, quand je suis Sachant qu'il y a un argument qui met tout le monde d'accord, c'est vous aurez un beau salaire. Un bon salaire, normalement. Alors, on ne sera pas à 3005, je le dis de suite par rapport à mes artisans qui nous écoutent. Ils recrutent pas à 3005, mais on recrute avec des bons salaires. Chez les chaudronniers, oui. Hein, chaudronniers, oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est l'offre et la demande. Donc, nous, ce qu'on nous demande, c'est de lever les freins à l'activité. Derrière, l'entreprise artisanale de taille moyenne, alors nous, c'est majoritairement des moins de 10, mais on va jusqu'à 50 salariés, elle aura la capacité d'embaucher et de produire une carrière intéressante chez les jeunes. Et donc, c'est vrai que nous, on doit juste être fiers de dire je suis plombier, je suis électricien, je suis maçon, je suis plâtrier, parce que je change le quotidien des Français. Dites-nous, Jean-Claude Mailly, finalement les syndicats ont aussi ce rôle à jouer, parce qu'ils sont, on va dire en théorie, l'intermédiaire avec le salarié, à jouer aussi ce rôle de la communication en disant allez là, c'est bien, alors que bien souvent, il n'y a pas de travail de communication qui est fait à ce niveau-là. Si, on le fait, mais vous savez, on parle beaucoup des syndicats, mais l'essentiel du travail syndical, il se fait sur le terrain, hein, dans les entreprises ou les administrations, c'est là qu'on le fait. Et c'est vrai. Mais en même temps, ils peuvent avoir confiance en vous, et si vous leur dites tenter cette... Oui, vous savez, il y a une vieille règle, un bon délégué, c'est déjà un bon professionnel. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première des règles pour un délégué syndical. Si c'est un mauvais professionnel, ce sera vraisemblablement un mauvais délégué également. Alors, effectivement, il y a des problèmes d'orientation, et puis, c'est vrai qu'on disait le travail manuel, en gros, c'est ça. Il y avait l'école bleue, l'école blanc. Alors, même quand vous visitez beaucoup d'usines aujourd'hui, ils sont en blouse blanche. Hein. Voilà, parce que ça s'est énormément transformé, etc. Mais il y a des freins à lever. Moi, je pense, les artisans, certaines professions de l'artisanat, il faut soulever le capot des auto-entrepreneurs. Par exemple, parce que c'est très bien l'auto-entrepreneuriat, pas quand ça vient en concurrence déloyale. Jérôme Laverny. Oui, Frédéric, vous avez parlé de beaux salaires et comme étant un argument, je ne crois pas. Non. Oui, ça va faire quand même un petit peu, Jérôme. Non, mais c'est pas suffisant. Le véritable point, c'est celui sur lequel a appuyé Monsieur Repon. En fait, il y a des métiers sexy qui ne le sont pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a fonctionné sous une antienne depuis un certain nombre de générations, de décennies, qui a consisté à faire imaginer à des parents, à des enfants, qu'il fallait construire un projet, que ce projet devait être corrélé à l'aimable. Et ce qui suppose qu'il y a des métiers qui ne soient pas aimables. Ce qui suppose aussi que pour que quelque chose soit aimable, pour qu'on l'aime, pour qu'on soit intéressé, il faut déjà le connaître. Moi, j'ai rencontré 12 chaudronniers. J'ai voulu m'entretenir avec chacun d'entre eux. Chacun avait été conseillé par quelqu'un de son entourage. Oui. Mais quand un métier n'est pas sexy, vous pouvez mettre 3 000 €, vous recruterez beaucoup plus facilement des chauffeurs VTC, beaucoup moins bien payés qu'un couvreur. Parce qu'il y a la belle bagnole et le beau costard. Et là, le samedi soir, on peut draguer. Oui, avec mais justement, un beau costard avec et une un belle bon bagnole. Avec un bon salaire, on peut s'acheter aussi une belle bagnole, un beau costard. Le salaire, Nicolas Leroy, c'est quand même la base. Oui, alors on remarque en fait que quand on regarde les billets de motivation chez les salariés, qu'ils soient cadres ou moins cadres, la rémunération intervient très haut, mais il y a aussi quand même l'intérêt du job, le sens. Aujourd'hui, l'épanouissement. L'épanouissement est en train de vraiment monter dans ce classement, j'ai envie de dire, chez les jeunes. Et donc ça, il faut pas l'occulter. Mais après, je voulais revenir sur un point, c'est qu'il y a quand même un manque d'information. Quand vous êtes il y a un mur imperméable entre l'éducation nationale et le monde professionnel. Oui. Et donc nous, on aimerait pouvoir avoir accès, pouvoir parler aux élèves et leur expliquer, avoir l'occasion de leur montrer les métiers. Le lien monde de l'entreprise et l'école. Le monde de l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, on parlait de la comptabilité. Ouais. La comptabilité, effectivement, a un déficit, a pas forcément bien travaillé sa marque employeur.
en tant qu'emploi, alors qu'en fait, il y a des débouchés qui sont énormes. Et évidemment, l'informatique, je peux vous reciter beaucoup de métiers où vous pouvez faire de très très belles carrières, de très très bonnes rémunérations. Encore faut-il qu'on vienne vous l'expliquer en secondes. Messieurs, vous entendez, hein, c'est le générique de fin. Ça va tellement vite. C'est une question qui est tellement importante, le plein emploi. Alors, est-ce que nous avons répondu à la question chimère ou réalité? Dans la mesure où le plein emploi n'est pas zéro chômage, on peut dire réalité. À vous entendre. Merci à Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial, à Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, à Jean-Claude Mailly, qu'on était heureux de retrouver, ancien secrétaire général de FO et journaliste à Franc-Tireur, et puis bien sûr à celui qui a mis en place cette émission, Jérôme Laverny, le directeur général du réseau national Mission Emploi. Messieurs, un petit peu de musique maintenant, c'est le Loft Music sur Sud Radio. Yvan Cujous reçoit Joyce Jonathan. Merci à Jamel Abdelak à la réalisation. Et allez, intéressez-vous à tous ces métiers, il y a peut-être une bonne surprise derrière. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Avec Fiducial Sécurité, l'équipe d'experts de la sécurité privée qui vous propose 500 postes partout en France à découvrir sur jobs.fiducial.fr.